Donc, le thème de cette session, c'est de parler de sécurité. On a vu beaucoup de fonctionnalités collaboratives, gouvernance, etc. Mais si tout ça ne se passe pas dans un environnement sécurisé, on va au-devant de gros problèmes. Donc, l'offre Microsoft s'est très enrichie ces derniers mois, ces dernières années autour de la sécurité. Il y a des changements de dénomination, notamment autour de la dénomination Microsoft 365 qui apparaît de plus en plus et qui va inclure immanquablement une partie outils de sécurité. C'est le but de cette présentation, de montrer comment ça s'articule avec l'offre Office 365 peut-être plus classique que vous avez l'habitude de voir. Merci à nos sponsors. Ce genre d'événement, évidemment, n'aurait pas lieu sans sponsors, donc Quakers et Tris, qui sont partie prenante de cet événement. On a aussi des partenaires au niveau communauté, au niveau d'autres sociétés ou d'autres environnements, en particulier le Club Power BI et la communauté AOS que je représente d'une certaine façon, donc j'en suis donc merci à eux. Très rapidement, quelques mots sur moi. Donc, vous pouvez retrouver plein d'infos sur Internet. Donc, très rapidement, mon nom, c'est Patrick Guimonet. Je suis basé dans le sud de la région parisienne, sud-ouest, près de Versailles. Mon rôle, peut-être c'est ça le plus important, mon rôle au quotidien, c'est d'aider les entreprises à utiliser les outils Office 365. Donc, en mauvais français, on dit Enterprise Solution Architect. Et j'ai créé ma société à Ballon il y a 10 ans autour de cette problématique, c'est d'aider vraiment les entreprises à utiliser au mieux des outils. Pour la plupart, elles ont acheté un certain nombre de licences, parfois très chères. Et notre objectif, c'est vraiment de les rentabiliser cet investissement. Sur la sécurité, il y a évidemment beaucoup de choses à faire. Déjà, notre démarche est toujours la même, c'est qu'est-ce que vous avez. On va essayer d'utiliser déjà toutes les fonctionnalités qu'il y a dans l'offre que vous avez achetées, et ensuite on verra s'il y a besoin, s'il y a lieu d'acheter d'autres choses, mais déjà utiliser mon leitmotiv chez mes clients, c'est essayer d'utiliser au mieux ce que vous avez, que ce soit en termes d'outils, en termes de sécurité. Il y a des dizaines et des dizaines de possibilités de configuration intéressantes avant de racheter des choses. Je suis de manière très régulière organisateur et conférencier dans des événements en France et à l'international. Pour ça, on a créé une communauté qui s'appelle AOS, donc Azure Office 365 SharePoint, pour organiser des événements et partager notre passion autour de ces technologies. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, par exemple, ou sur LinkedIn. Je suis depuis 10 ans maintenant également MVP, donc Microsoft Most Valuable Professional. Justement, c'est un titre que donne Microsoft en reconnaissance de ses participations à d'événements et organisations d'événements. J'aime bien dire qu'on travaille pour Microsoft, mais on n'est pas payé par Microsoft. C'est toujours agréable. On travaille gratuitement pour eux. Ce qui nous donne quand même un petit avantage par rapport aux salariés de Microsoft, c'est qu'on a quand même une liberté de parole et on se permet de dire des choses peut-être un peu plus librement que si on était salarié de Microsoft. Trêve de plaisanterie, je suis complètement indépendant, donc effectivement sur la sécurité, mon propos c'est de vous informer au mieux de vos intérêts. Alors, quand je fais des événements à l'international, j'aime bien me présenter comme le Frenchie de base. Donc, je parle de mon amour pour la baguette, etc. Dans cette session, j'ai mis cette photo pour montrer que la baguette aujourd'hui, elle est utilisée comme vecteur en fait par la gendarmerie. Elle est utilisée pour sensibiliser les gens au risque de la sécurité sur Internet. Donc, c'est assez intéressant comme utilisation de la baguette. Je trouve, et c'est tout à fait adapté à cette situation. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a un micro ouvert, si vous pouvez le fermer, ça serait super sympa. Qui êtes-vous? C'est la première question et peut-être la plus importante que j'aime poser dans les sessions. Donc, n'hésitez pas dans le chat à dire est-ce que vous êtes plutôt métier, plutôt DSI, sachant que mon leitmotiv sur tous les projets Office 365, c'est de dire que pour que ça marche, il faut absolument qu'il y ait un échange, une communication entre la DSI et les métiers, sinon on va droit à la catastrophe, parce que si on a que une vision informatique, technique, on va vouloir caricaturalement tout verrouiller.
La meilleure sécurité au monde, elle est bien connue, hein, c'est on débranche tous les PC, tous les serveurs d'Internet et on empêche par exemple les gens d'arriver avec des clés USB et là, je peux vous dire qu'il n'y a plus vraiment gros problème de sécurité. Sauf que dans le monde d'aujourd'hui, on s'est privé de 80% des possibilités d'interaction avec le reste du monde. Donc, c'est pas très réaliste dans la plupart des cas de figure. Donc l'aspect métier est évidemment important. On veut bien sécuriser, on veut bien prendre en compte la sécurité, mais il ne faut pas oublier au final qu'on doit travailler pour des gens, enfin que l'informatique est au service des métiers et que sécuriser dans une certaine mesure, si on n'empêche pas les gens de communiquer, si on n'empêche pas les gens de travailler. Donc c'est toujours une balance à avoir entre des règles plus ou moins strictes. D'ailleurs, si on met des règles trop strictes, c'est bien connu que les métiers ou les utilisateurs, d'une manière générale, vont être très créatifs pour inventer des contournements. Vous bloquez les clés USB, ils trouveront à échanger les fichiers sur Facebook. Vous bloquez Facebook, ils échangeront par des attachements mail, etc. Donc, les utilisateurs, eux, ils doivent échanger les métiers. Donc, si on ne leur fournit pas les moyens de le faire, ils trouveront des contournements de toute façon. Donc ça, c'est vraiment des choses à avoir en tête très, très importantes. Une remarque aussi que j'adore, et c'est le préambule de cette session, c'est nous n'avons pas besoin de plus de cybersécurité. En fait, si vous prenez les études informatiques, les dépenses sont déjà colossales en termes de cybersécurité. Il y a des milliards et des milliards qui sont investis chaque année, et ça va aller encore en augmentant. Donc, je dirais, il y aura de toute manière, en fait, ce qu'il faudrait dire dans cette phrase, il faudrait la modifier un petit peu, il faudrait dire, de toute manière, il y aura un investissement supplémentaire dans la cybersécurité dans les années qui viennent, parce qu'il y a tellement de nombreux risques qui sont potentiellement, qui vont menacer tellement la vie, l'existence même des organisations, que les sociétés sont obligées d'investir dans la cybersécurité de manière très, très importante. Donc, il y aura de toute manière un peu plus ou beaucoup plus de cybersécurité. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faut cet argent, en fait, et ce temps qu'on va investir sur la cybersécurité, il faut qu'il soit investi aux bons endroits. Donc, faire de la cybersécurité pour dire, bon, on met en place des verrouillages, des choses qui vont empêcher les gens de travailler, c'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est en aidant, voire en favorisant le travail et en favorisant les échanges, faire que ces échanges soient plus sécurisés. Un exemple très simple, c'est quand vous créez un espace Teams, par exemple, avec un partenaire externe, cet environnement, il est complètement sécurisé, sauf si, évidemment, les identifiants de votre partenaire sont corrompus, des choses comme ça, mais c'est beaucoup plus sécurisé, par exemple, que d'envoyer des attachements en pièces jointes dans des mails qui eux-mêmes ne sont pas du tout protégés, ni quoi que ce soit. Donc c'est un exemple, voilà, le fait de vous fournissez un espace sécurisé, verrouillé dans un espace Teams par exemple, vous avez rajouté de la sécurité et on ne peut pas dire que vous ayez diminué les capacités d'interaction et d'échange avec vos équipes en question, vous les avez plutôt augmenté. Donc ça, c'est pour moi un exemple typique de la bonne cybersécurité, c'est-à-dire qu'on donne des nouvelles fonctionnalités qui vont améliorer, enfin en tout cas qui ne vont pas réduire clairement les possibilités d'échange et qui vont même les améliorer dans certains cas de figure. Un autre exemple vraiment caractéristique, c'est la connexion automatique sur les postes avec la reconnaissance faciale avec Windows Hello. Vous avez la même chose sur les iPhones par exemple avec la reconnaissance faciale. Le fait de ne plus taper vos mots de passe, c'est quand même super pratique. Moi, je m'étonne tous les jours, je me mets face à mon PC, il me reconnaît, j'ai même plus à taper mon mot de passe ni quoi que ce soit. Ça, c'est de la sécurité qui est meilleure parce que mon mot de passe, il risque pas d'être piraté ou quoi que ce soit. Et du coup, moi, je passe quelques secondes de moins à taper mon mot de passe. Donc, c'est un autre exemple très frappant d'amélioration en rajoutant de la sécurité, on peut avoir aussi une amélioration je dirais, de l'expérience utilisateur. Donc, notre session va se découper en 3 étapes. Une étape pour un petit peu faire le tour très rapidement des faits et l'état où on en est aujourd'hui sur la cybersécurité, parce qu'on entend parler de beaucoup de choses, surtout si vous écoutez les médias, on entend un peu tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Donc, je vais rappeler quelques faits qui me semblent fondamentaux dans le domaine.
Ensuite, je pense qu'un point vraiment fondamental, c'est de bien comprendre l'offre Microsoft, ou mieux la comprendre. Comme souvent, l'offre Microsoft est très riche. Elle change aussi. Microsoft a un petit péché mignon, c'est de renommer les offres, et l'offre de sécurité n'y échappe pas. Renommer les produits, voilà, on pensait connaître un produit, hop, il change de nom, et du coup, on a des fois quelques mois avant de se rentrer dans la tête le nouveau nom du produit. C'est important de bien cerner l'offre et de bien comprendre dans quel secteur elle se positionne, parce qu'elle est très très riche, et donc voilà. Et souvent, vous avez un certain nombre de produits qui sont gratuitement disponibles. Si vous avez tel niveau de licence, vous avez le produit de sécurité qui va bien. Donc si vous ne le savez pas, bah, vous n'allez pas l'utiliser, voire pire, vous allez acheter un concurrent qui fait la même chose alors que vous payez déjà dans l'offre Microsoft. Et au final, la troisième étape est évidemment la plus importante. On ne fera que l'effleurer, bien sûr, dans le temps imparti, mais c'est bâtir la solution qui vous va bien. Chaque organisation, chaque société a ses propres problématiques, travaille dans un secteur différent avec des contraintes réglementaires spécifiques, des contraintes de travail collaboratif plus ou moins intenses, etc. Donc, c'est important, effectivement, de bâtir une solution adaptée avec ces outils, avec tous les outils dont on va parler, de bâtir sa solution. Je vous donnerai évidemment quelques pistes et quelques axes dans quel axe on doit réfléchir pour bâtir sa propre solution. Alors, état de l'art de la cybersécurité, où on en est dans le domaine. Premièrement, je pense que ce qui est important, c'est de se rendre compte et de prendre conscience à quel point le monde de l'informatique, le monde tout court, mais on va en rester au monde de l'informatique, le monde de l'informatique a changé. C'est tellement vrai. Bon, on parle beaucoup des changements liés au Covid, mais même avant, il y avait déjà beaucoup de changements liés à l'évolution de la société. Donc, avant, les salariés, quand je dis avant, c'est peut-être il y a 5 ans, il y a 10 ans, les salariés, les utilisateurs étaient des salariés. Aujourd'hui, le système informatique au sens large, il va impliquer des salariés, bien sûr, mais il va aussi impliquer des partenaires, des clients. Et souvent, c'est des gens qui doivent interagir avec un même niveau de, je dirais, mon partenaire ça peut être lui qui rédige un document à l'intérieur de mon système d'information, etc. Donc, ils ont un besoin d'accès très avancé, c'est-à-dire qu'on ne veut pas juste leur donner accès en lecture, par exemple. On veut vraiment qu'ils puissent interagir, collaborer quasiment au même niveau que mes salariés. Donc ça a évidemment des contraintes parce que enfin, il y a un certain nombre de choses que je pouvais exiger de mes salariés que je ne peux pas forcément exiger de mes partenaires et encore moins de mes clients. Donc ça a des contraintes évidemment sur la sécurité. Les périphériques autrefois étaient gérés par l'organisation. Il y a quelques années, c'est un peu loin maintenant, mais on vous donnait un téléphone, vous rentrez dans la société, on vous donnait un téléphone, il était géré par la société. Évidemment, aujourd'hui, c'est même plus envisageable. On parle de bring your own device en anglais, donc c'est chacun arrive avec son téléphone et exige, mais c'est même pas une exigence, c'est juste naturel, d'avoir accès aux ressources de l'entreprise. Évidemment, il faut que tout ça soit sécurisé au mieux. Les applications avant étaient essentiellement internes. Avec le cloud, par définition, les applications sont externes. Donc, elles sont extérieures à l'entreprise, extérieures au réseau, extérieures aux frontières de sécurité. Donc, ça, c'est fondamental. Ça fait exploser le schéma classique de la sécurité. Et c'est peut-être ce point qui a le plus d'impact et que les gens ont moins pris conscience, en ont encore pas assez pris conscience, en tout cas des clients que je rencontre aujourd'hui. Du coup, avant, il y avait le réseau interne et les pare-feux qui me protégeaient. Donc, on avait une logique bien connue du château fort, c'est-à-dire qu'on mettait des grosses barrières, des gros murs, des murailles très hautes. Et puis, à l'intérieur du château fort, on était protégé. C'était à l'intérieur de l'entreprise, à l'intérieur du réseau de l'entreprise. Et tout ce qui était à l'extérieur était non validé, non protégé, etc. Or, on sait bien que tous les châteaux forts ont leurs points faibles. Ils ont tous un trou dans la muraille. Ils ont tous, je pense que dans l'histoire, ils ont tous plus ou moins été pris d'assaut d'une façon ou d'une autre, soit par ruse, soit par des attaques.
Aujourd'hui, comment ça se matérialise en termes de sécurité, c'est qu'on va parler de la fin du périmètre. On va plus s'appuyer sur le fait que les serveurs ou les PC ou les données sont à l'intérieur de l'entreprise pour considérer qu'elles sont protégées. On va changer complètement le paradigme, mais on va partir de l'hypothèse, enfin c'est la seule hypothèse valable, c'est que tout le monde peut être, enfin un compte de quelqu'un peut être corrompu, des données peuvent être attaquées même à l'intérieur de l'entreprise, tout simplement par les propres salariés qui peuvent vouloir faire des actions malveillantes, etc. Donc on ne peut plus du tout partir de l'hypothèse que ce qui est à l'extérieur est dangereux et ce qui est à l'intérieur est sécurisé. Un dernier problème, enfin, dernière chose à prendre conscience sur les évolutions que l'on vit, c'est avant, j'étais sur un serveur, j'avais des traces sur mon serveur et à la limite, il fallait que j'analyse les traces sur ce serveur. Aujourd'hui, j'ai des applications un peu partout qui sont réparties entre le cloud, l'interne de ma société, les postes clients, les mobiles également. Donc j'ai des signaux, des traces, des choses à analyser qui peuvent se trouver vraiment à différents endroits. Et donc là-dessus, j'ai vraiment une explosion. On manque pas d'informations, on en a plutôt trop, on est dans un monde où on a plutôt trop d'informations. Donc là, ça va être un peu le rôle, notamment des outils, Microsoft travaille beaucoup là-dessus, de nous simplifier, je dirais, la vision, de nous l'homogénéiser. On va voir dans les outils qu'en fait, un des axes forts de Microsoft, c'est de centraliser, de concentrer dans des consoles, une console d'administration, de surveillance, tous ces signaux qui arrivent de différents endroits pour rendre la chose un peu plus digeste et un peu plus gérable par un être humain normalement constitué. Une chose aussi très importante, je pense, dans les évolutions autour de la sécurité, c'est de voir d'où viennent les attaques et de mieux comprendre les attaquants et leurs motivations. Alors ça, c'est des statistiques qui sont issues d'un rapport Ernst & Young de 2020 qui disent que, OK, il y a plus de 20% des attaques qui viennent de groupes criminels organisés. Ça, c'est assez, c'est un peu ce qu'on a en tête. Par contre, il y a plus de 20% également des attaques qui viennent d'activistes. Donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus nouveau. C'est que les gens ne veulent pas forcément avoir des activités criminelles, mais ils veulent nuire à la société d'une certaine façon. Par exemple, si vous êtes, je sais pas, une société pétrolière, les groupes écologistes vont lancer des attaques parce qu'ils estiment que voilà, ce n'est pas conforme à l'évolution que devrait avoir la société, etc. Donc ça, c'est un type d'attaque complètement nouveau et contre lequel il faut évidemment se protéger. Et peut-être ce qui est encore plus nouveau, et encore une fois, les sociétés ont beaucoup de mal à en prendre conscience, c'est beaucoup des attaques peuvent venir de l'intérieur. Donc la faiblesse des employés, donc beaucoup d'attaques sont liées non pas au fait que les employés sont malveillants, les attaques internes, mais au fait que les employés peuvent être soit mal informés, soit avoir des comportements à risque. Et dernière catégorie qui n'est pas des moindres, c'est les attaques internes. Avec... Pardon, je vais prendre un petit verre d'eau. Les attaques internes avec des acteurs malicieux, quelqu'un qui est sur le point d'être licencié, par exemple, qui veut nuire à la société dans laquelle il se trouve encore. Donc, tous ces types d'attaques sont importants à prendre en compte et je dirais, à mettre en place des protections dans les différents types d'attaques possibles. Un aspect aussi important qui se dit en anglais dans la phrase suivante, c'est que les défenseurs ont tendance à faire des listes de serveurs, des listes de points d'entrée, des listes d'applications. Là où les attaquants ont tendance à penser sous forme de graphes, c'est-à-dire qu'eux, ils vont voir des potentialités d'échange entre des comptes, des services, des ordinateurs. Et tant que cela est vrai, les attaquants auront en fait une espèce de longueur d'avance. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'essayer de se mettre à la place de l'attaquant quand on est défenseur d'une organisation.
Alors toujours pour mieux connaître les attaques, qu'est-ce qui fait aujourd'hui c'est un domaine très vaste, hein, donc il y a plein d'études là-dessus, etc. Ce qui est important, c'est d'avoir une vision un peu de combien coûte une attaque et quel est le prix d'une attaque. Les attaques, en fait, les moins chères sont, d'une manière générale, les attaques sont très peu chères, en fait, pour créer une attaque ou mettre en place une attaque dans une organisation. C'est assez peu cher. Euh, les plus chères sont celles qui ont le moins de chances de se produire, en fait. Donc, des attaques comme des zero days, donc vraiment trouver des failles dans un système comme Windows, par exemple, ça va être très cher et c'est pas impossible, mais ça va coûter cher, donc c'est peu probable. C'est pas ça qui va nous se produire le plus fréquemment. L'attaque, je dirais, s'il y en a une à retenir qui va se produire le plus fréquemment, c'est évidemment le phishing. Euh, Microsoft détecte des augmentations assez faramineuses des attaques et des captures d'identité en fait via du phishing. Donc là, on a quelques chiffres que je ne vais pas détailler, mais qui sont assez impressionnants. Donc l'attaque, enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que l'attaque la plus fréquente, c'est le phishing. Donc il va vraiment falloir travailler sur ce point-là pour protéger, je dirais, les organisations standards. Une autre vérité qui est parfois difficile à combattre ou parce que les gens ont plutôt une contre-vérité en tête, c'est que le cloud est aujourd'hui factuellement plus sécurisé que n'importe quel centre de données de n'importe quelle organisation, même je prends les organisations françaises du CAC 40, elles n'ont pas les moyens à mettre en place en face des attaques, même si elles ont des moyens déjà très importants, elles n'ont pas les mêmes moyens, ne peuvent pas mettre en face les mêmes moyens que une entreprise, par exemple, comme Microsoft ou comme Amazon, lorsqu'elles doivent sécuriser leur centre de données. Microsoft, donc j'ai un slide qui vient après, consacre plus d'1 milliard d'euros, enfin de dollars, donc ce qui est un peu moins d'1 milliard d'euros, mais 1 milliard de dollars par an sur la sécurité. Et comme le cloud d'une manière générale, donc que ce soit Azure ou Office 365, est vraiment leur cœur de business, je peux vous assurer que c'est vital pour eux de s'assurer que leurs systèmes ne sont pas piratables, au moins facilement, voire même très difficilement. Donc leur objectif, c'est vraiment de sécuriser ça au maximum. On peut citer en fait quelques arguments très factuels sur pourquoi le cloud est plus sécurisé que n'importe quel centre de données. Premier argument, c'est l'expertise technique. Les équipes que mettent en place sur ces sujets-là des sociétés comme Microsoft, ou bon, je parle de Microsoft parce qu'on est dans un événement Microsoft sur les technologies Microsoft, mais je suis persuadé que c'est exactement similaire sur d'autres environnements de même type, de type cloud public. C'est l'expertise technique. Encore une fois, même la plus grosse société en France ou à l'international ne peut pas ou n'a pas autant d'expertise technique que des spécialistes du cloud. Deuxièmement, c'est la séparation physique. Ça va être très difficile d'aller voler un disque dur dans un centre de données Microsoft. Ça sera un peu moins difficile si ce centre de données il est hébergé près de chez vous, dans votre data center, je dirais, local à l'entreprise. Alors, les entreprises font aussi de l'hébergement à distance et du coup, on se retrouve sur ce point-là dans quelque chose d'assez proche que le cloud public. Moins de vulnérabilité parce que les entreprises du cloud, bah, elles passent leur temps, je dirais, quand on est Microsoft, on applique, je dirais, systématiquement les patchs de sécurité produits par Microsoft, etc. Donc, il n'y a pas de risque, je dirais, à ce niveau-là, qu'il y ait des sécurisations qui ne soient pas passées, des choses comme ça. Meilleure disponibilité. Microsoft, si on regarde un petit peu comment est implanté un cloud comme Office 365 ou Azure, tout est redondé 3 fois, 4 fois, 5 fois pour certains types de données, par exemple. La plus importante entreprise, je dirais, commerciale qu'on puisse imaginer, ne met pas autant de protection en place, clairement. Et un point aussi important, c'est que les technologies en général utilisées dans le cloud sont les plus récentes possibles. Donc ça rajoute plutôt ça va plutôt en faveur de la sécurisation.
Un point aussi très important sur la cybersécurité, auquel là, je dirais chacun peut travailler à son niveau, c'est que la cybersécurité passe trop souvent en second. Alors ce schéma est intéressant parce qu'il montre à quelle étape en fait d'un projet les équipes de cybersécurité sont impliquées. Alors dans 36% des cas, ce qui est déjà pas mal, je trouve. Encore une fois, c'est un rapport, je crois que c'est le rapport Ernst & Young qui mentionne cette information. Donc bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est pas mal de dire que dans un tiers des projets, on prend la cybersécurité en compte dès le début, dès la planification. Dans 27% des cas, ça vient après au niveau design. Et ça fait quand même dans 50% des cas où c'est pris en compte tardivement, voire jamais, dans 7% des cas. On ne prend pas en compte la cybersécurité dans la mise en place d'une nouvelle activité business. Donc là, ça pose vraiment un gros problème puisque on va mettre en place des choses sans se poser la question de savoir est-ce que c'est secure, etc. Toujours, c'est des statistiques assez intéressantes sur les relations entre le business et la cybersécurité. On voit que suivant les parties de l'organisation, certaines... je suis désolé, je tousse beaucoup. Suivant les parties de l'organisation dans lesquelles on se trouve, certaines parties de l'organisation ont plus ou moins confiance dans l'équipe de cybersécurité. Heureusement, je dirais, l'IT est l'équipe qui marche le mieux, qui travaille le mieux, qui collabore le mieux avec la cybersécurité. Mais le marketing, visiblement, a quelques petits soucis. Donc ça peut avoir des impacts très forts sur le type d'application qu'on va mettre en place. Ça, encore une fois, au niveau, je dirais, très concret des projets, c'est facile. Enfin, c'est quelque chose sur lequel on peut agir au quotidien. On est tous impliqués, je dirais, dans des projets informatiques. Donc, on peut se poser la question de savoir est-ce que la cybersécurité est bien prise en compte au bon niveau. Et si ce n'est pas le cas, on peut améliorer ça certainement, ou en tout cas lever des alertes à ce sujet. Sur l'introduction, voici la dernière slide. On peut noter que les attaques, ce qu'on appelle la Modern Threat Kill Chain, donc la chaîne d'attaque moderne, en fait, est à peu près similaire. Quelles que soient les attaques, on va avoir un peu toujours le même déroulement ou le même type d'opération. On va certainement avoir des vols de mots de passe qui vont permettre de rentrer dans des applications sur lesquelles on n'est pas autorisé. Donc ça, c'est un point important parce qu'aujourd'hui, le mot de passe est vraiment un maillon faible de toute la chaîne informatique. Donc Microsoft a notamment engagé une démarche qu'ils appellent passwordless, où on essaye de supprimer ou vraiment de réduire au minimum l'utilisation des mots de passe. Donc ça a un impact évidemment très fort sur les systèmes qu'on met en place. Ensuite, à un moment ou un autre, on va exécuter du code malicieux. Et on va, au final, ce qu'on vise, c'est la partie droite du schéma. On va utiliser au passage des identités qui sont pas les nôtres, et on va parler de mouvement latéral. Donc, si j'ai réussi à rentrer dans un système en tant que simple utilisateur, je vais à un moment ou à un autre, si je suis un attaquant, essayer de gagner des droits d'administration, parce que évidemment, c'est en tant qu'administrateur que je pourrais me faire le plus d'actions nuisibles. Mais au final, ce qui attire les pirates, appelons-les pirates, ça va être les données. Le vrai cœur du sujet, c'est comment j'accède aux données de ma cible, en fait, ou de ma victime potentielle. Donc ça, c'est vraiment le point à avoir en tête, c'est que les données sont le cœur de tout, en fait, et c'est vraiment on parle du pétrole du 21e siècle, mais c'est vrai, c'est ce que cherche à voler, et c'est ce qu'on cherche à voler, c'est ça qui a de la valeur. On essaye rarement de rentrer sur un système d'information pour exécuter du code ou dans le simple but d'exécuter du code. En fait, le but ultime, ça va être quasiment systématiquement d'accéder aux données. Ok, donc ça, c'était la revue de l'état des lieux. Maintenant, on va vraiment faire un focus sur l'offre Microsoft avec ces éléments-là. Donc, je l'ai dit, Microsoft
est déterminé à être un acteur incontournable de la sécurité et investit $1 milliard. Donc voilà, ça positionne quand même les investissements que Microsoft fait sur ces sujets-là. J'ai mis en référence, j'ai pas le temps de le détailler, mais un document qui est très intéressant, c'est l'analyse que fait Microsoft tous les ans sur l'état de la cybersécurité. Donc, vous pouvez aller consulter ce Microsoft Digital Defense Report, qui contient un certain nombre d'informations à jour. Il vient juste de sortir hier, donc il est tout frais. Là. Il existe en version digitale, évidemment. L'intérêt de travailler avec Microsoft sur ces sujets-là, et c'est ce que met aussi Microsoft en avant, c'est le nombre d'informations qu'ils collectent de différentes façons dans différents systèmes à la fois grand public et professionnels. Et ils ont une place assez unique sur le marché qui leur permet de collecter un très grand nombre d'informations à partir de Windows, disons en général, mais aussi de tout un tas de systèmes cloud. Et ils corrèlent ces informations entre elles dans un système qu'ils appellent le Microsoft Intelligent Security Graph. Donc ça, c'est les chiffres qui doivent déjà être périmés. Les chiffres que j'ai copié-collé hier du Digital Defense Report sont ici, donc c'est les tout derniers mails. Je vous avoue que je m'y perds un peu entre les millions, les milliards et les trillions. Ce qui est important de comprendre et de noter, c'est qu'il y a énormément d'informations qui sont collectées et qui sont utilisées aujourd'hui comme ça dépasse des capacités de traitement d'un être humain, qui sont à gérer dans des systèmes d'intelligence artificielle qui vont permettre soit de prendre directement des actions correctrices, soit de bloquer un certain nombre d'attaques, etc. Microsoft a mis le paquet, je dirais, sur une nouvelle approche de la sécurité qui n'est pas propre à Microsoft, mais qui s'appelle l'approche Zero Trust, le modèle Zero Trust. Donc, c'est le passage que j'expliquais précédemment d'un modèle où on avait un château fort et des murailles, au fait qu'on part sur l'hypothèse qu'on ne peut faire confiance à personne, en fait. Donc, on élimine le concept de confiance basé sur la localisation à l'intérieur d'un périmètre. Plutôt que de partir de cette approche qui n'est plus vraie aujourd'hui, hein, puisque à partir du moment où on a des gens à l'intérieur d'entreprise qui peuvent faire des actions néfastes, on peut plus se dire que l'intérieur est protégé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut en fait se baser à tout moment sur une évaluation des informations qui sont à notre disposition. Donc, évidemment, le nom de la personne, mais est-ce que c'est le vrai nom ou est-ce que c'est un login qui serait piraté? Ça, c'est justement la question. On peut se baser sur ses activités. On a un certain nombre de traces et d'activités. Est-ce que c'est la même? Est-ce que ce login-là, il est utilisé à partir du même endroit que cette personne a l'habitude d'utiliser? Par exemple, si on sait qu'elle est basée dans la région parisienne, si un jour elle fait une action spécifique, elle est connectée d'un pays très éloigné, par exemple la Corée du Nord, au hasard, on peut légitimement se poser des questions. Bon, il est possible qu'il soit en voyage en Corée du Nord et qu'il ait envie d'envoyer un mail ou de se connecter sur un système pendant ses vacances, mais c'est quand même assez peu probable. Donc, on peut aussi capturer des informations à partir du matériel qu'il utilise. Est-ce que c'est son PC habituel ou est-ce qu'au contraire, c'est un PC complètement nouveau ou une adresse IP complètement nouvelle? Toutes ces informations qui sont à notre disposition, si on met un peu d'intelligence, on va pouvoir déterminer ou non l'accès aux données. Donc ça, c'est ça le principe, grosso modo, du Zero Trust. C'est définir à tout moment qui a le droit d'agir sur les données, sur les applications, en fonction des informations qu'on a et qu'on réévalue. Ce qui est important, c'est qu'on les réévalue quasiment en temps réel, en fonction de où je suis, de ce que j'ai fait dans les 5 minutes précédentes, etc. Ça se traduit par un certain nombre de bénéfices. En fait, c'est qu'on va, et d'implications derrière ce modèle, on va utiliser l'accès conditionnel pour accéder, pour donner un accès en particulier aux données sensibles. Et si on va aller pousser la sécurisation un peu plus loin, on peut dire uniquement à partir de périphériques conformes. Parce que si vous vous connectez sur un PC qui est dans un cybercafé, dans un pays plus ou moins, enfin même en France, dans un cybercafé où vous ne maîtrisez pas du tout ce qu'il y a sur ce poste, il peut se passer des choses bizarres avec des captures d'informations, de mots de passe, etc. Donc, on peut exiger pour accéder à des données sensibles que vous ayez un périphérique conforme, vérifié par votre société, etc.
On va prévenir aussi des accès réseau et des mouvements latéraux en utilisant des identifiants volés ou un périphérique compromis. Donc ça, c'est la logique. C'est voilà, si c'est pas votre PC et que vous êtes Monsieur Dupont, mais que vous êtes sur un autre PC, il est probable que vous ayez un problème d'authentification qui aurait été piraté. Et malgré tout ça, justement, une fois qu'on a donné l'accès, bah, on va pouvoir permettre aux utilisateurs d'être plus productifs, comme je disais, en travaillant d'où ils veulent, comme ils veulent, parce qu'on est aussi dans une ère où le télétravail, le travail à partir d'un cybercafé ou d'un autre doit aussi être possible. Donc c'est toujours ce compromis qu'il faut avoir. Une fois qu'on a bien validé les accès, s'assurer qu'après, donner après l'accès, les moyens aux gens de travailler. Encore une fois, un petit slide sur les principes. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 3 grands principes pour le Zero Trust. C'est la vérification systématique. On ne va plus donner, comme on le faisait dans les anciens systèmes d'information, des droits d'accès. Vous êtes Monsieur Dupont, vous avez tout le temps le droit d'accéder au système de paye, par exemple. Non, ça va être vérifié à chaque connexion. Est-ce que vous êtes toujours, par exemple, connecté à partir du même PC? Est-ce que vous vous connectez à partir du réseau interne ou un réseau externe, etc. Au maximum, on va essayer aussi de limiter les accès, donc soit par des accès qui sont limités dans le temps. Si vous êtes administrateur, de plus en plus, ce qu'on voit apparaître, c'est ce qu'on appelle du just-in-time. Donc vous avez besoin de faire une opération sur un serveur d'administration importante, vous avez des droits d'accès administrateur, très bien, mais on va vous donner cet accès pendant 1 heure. Pas la peine que vous ayez les accès pendant 3 semaines, ça n'a aucun intérêt. Ça ne peut que amener des problèmes de sécurité. Et le dernier point qui est vraiment un peu contre-intuitif, c'est qu'on assume les brèches, qu'on assume le fait que peut-être il y aura des comptes d'utilisateurs qui seront vérolés, ou il y aura des utilisateurs qui même s'ils ont les droits, à un moment vont faire des actions qui ne sont pas autorisées. Malgré ça, on mettra des protections sur les données, par exemple, qui vont faire que même si un utilisateur s'empare d'un document, quand il le récupère sur son poste perso, il ne pourra pas le visualiser ou le modifier, par exemple. Donc ça, c'est vraiment très important, le fait d'assumer les brèches. Microsoft décline ça en 4 grandes catégories d'outils. La gestion des identités et des accès. La protection de l'information. Donc, je sais qu'il y a une session juste après celle-ci sur la protection des données. Donc, c'est très bien puisque je suis pas sûr c'est la dernière partie de ma présentation. Je suis pas sûr qu'on aura le temps de la détailler beaucoup. Donc, vous aurez une session complète sur le sujet après. La protection contre les menaces. Donc, les attaques sont régulières et permanentes. Donc, il faut avoir des outils de suivi et de monitoring pour se protéger. OK. Et la sécurité du cloud, donc là, on va avoir des mécanismes spécifiques et des outils spécifiques pour gérer le cloud. Voici, je dirais, l'état des lieux en termes d'outils. Donc, il y a sûrement des choses dont vous avez forcément entendu parler. Sur la gestion des identités, évidemment, ça va s'appuyer sur Azure Active Directory, donc le gestionnaire de comptes dans le cloud de Microsoft. Windows Hello, c'est la partie sur votre PC qui va vous permettre de vous connecter, comme j'ai expliqué, c'est un mot de passe. Microsoft Cloud App Security, on va le retrouver à plusieurs endroits. Donc, on le retrouve là, on le retrouve aussi dans la partie Information Protection, mais on le retrouve aussi dans Threat Protection et on le retrouve dans les 4 catégories. C'est l'outil de gestion de la sécurité. Donc, ça va tracer beaucoup de choses de ce qui se passe dans les accès aux applications cloud. Donc, ça va être particulièrement important pour Office 365. D'un pays un peu bizarre comme la Corée du Nord, hop, on a une alerte qui remonte dans cette application Cloud App Security. Sur la partie Information Protection, donc ça va se baser sur Azure et Windows Information Protection qui vont permettre de taguer du document et de leur donner des droits spécifiques, essentiellement. Il y a aussi Intune pour la protection au niveau des périphériques. Toute l'offre Threat Protection va être complètement revue, et je vais y venir. Et la partie Security Management, c'est comment je gère en fait toutes ces alertes qui remontent et tous ces
toute cette logique d'administration de la sécurité. Je vais avoir dans Microsoft 365 déjà des outils, je dirais, intégrés, donc ce qu'on appelle le Security and Compliance Center. Donc, c'est un centre d'administration dédié à la fois à la sécurité. En fait, il y en a deux maintenant, un dédié à la sécurité, l'autre à la compliance, à la conformité. Dans cette partie, je vais trouver notamment le Microsoft Secure Score, qui est une évaluation en temps réel de ma posture de sécurité. Et au-delà du score que ça donne, qui vaut ce qu'il vaut, je vais pouvoir avoir des actions en fait, d'amélioration qui me sont proposées en permanence pour mettre en place une sécurité renforcée. Alors, sur la partie Threat Protection, en français, donc protection contre les menaces, j'avais une série d'outils qui existent toujours, en fait, mais qui a été complètement renommée. Donc ça, c'était une des grosses annonces de Ignite la semaine dernière. On va plus parler de Threat Protection, mais on va parler de XDR. Donc XDR, en anglais, c'est Extended Defense and Response. Ce qui est intéressant, c'est on essaye de passer à une posture un peu moins défensive. Donc on parlait de protection contre les menaces. Là, on va parler de défense étendue et surtout de réponse. Parce que se défendre, c'est bien. Répondre, c'est encore mieux. Ou anticiper les menaces, c'est encore mieux. Vous avez un article de blog qui explique un peu cette logique-là. Vous l'aurez dans les slides. Ce qui a été annoncé, c'est que l'offre, donc il y avait une offre qui s'appelait Microsoft Threat Protection, qui a été renommée. Maintenant, ça s'appelle Microsoft 365 Defender. Et il y a 3 outils qui sont renommés donc, suivant ce schéma-là. Donc c'est intéressant parce que je dirais en termes de compréhension, c'est quand même un peu plus clair. On a un outil qui s'appelle Microsoft Defender for Identity. Donc on se défend contre les pertes d'identité, donc ça va être la logique de protection de l'Azure AD. Microsoft Defender for Endpoint, donc là, on va se protéger contre les attaques sur les endpoints, donc ça va être les PC et les mobiles. Donc ça va être lié fortement à Intune, évidemment. Et la partie Microsoft Defender for Office 365, là, on va se protéger, on va avoir de la protection contre les attaques email, et en particulier le phishing, qui est, on l'a vu, une attaque vraiment majeure de nos jours. Donc, voilà ce qu'il faut retenir, c'est l'offre Microsoft 365 Defender. Microsoft 365 Defender, en tant que tel, c'est le portail en fait, qui va agglomérer tout ça, et je vais le détailler dans quelques slides qui suivent. Si on se place sur les offres entreprises, alors il y a une dichotomie qui est apparue entre les offres entreprises. Vous pouvez mettre dans le chat, est-ce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont sur des offres E3, E1, E5 ? Donc, c'est les entreprises de plus de 300 personnes. Et après, sur le slide suivant, je parlerai des offres PME. Sur les offres entreprises, l'offre Microsoft, elle est séparée en deux. Il y a l'offre Office 365, donc une couche Office 365 qui va essayer de proposer des outils dans chacune des catégories en bleu. On voit des petites icônes bleues en bas. Donc, dans la gestion des identités, pardon, je viens dans le mauvais sens. Gestion des identités, on va avoir l'Azure AD pour Office 365, on va avoir du Exchange Online Protection. Donc tout ça, c'est des offres de base qui sont inclus avec Office 365, du E3, l'offre classique si vous avez du E3. Vous avez un outil de gestion des périphériques mobiles, vous avez un device management dans Azure AD, vous avez déjà un premier niveau de cryptage et de chiffrement pour les fichiers et les mails. Et vous avez bien sûr le Security Center, donc vous avez déjà un premier niveau de gestion de la sécurité au niveau de l'administration de la plateforme. Ensuite, si on rajoute des licences E3 Retention Policy, on va pouvoir faire des choses un peu plus SIUX. Évidemment, si on parle de l'offre Office 365 E5, on a plein de choses qui apparaissent en termes de sécurité. Donc, on a notamment cette offre Microsoft 365 Defender, donc Microsoft 365 Defender, qui est le portail en fait qui va permettre d'agglomérer toutes les alertes qui remontent des différents modules. On a une offre aussi très intéressante, c'est le fait que les audit logs, donc les journaux d'audit, ne sont plus limités à 90 jours. Ce qui est quand même en termes de sécurité très, très light, parce que la plupart des actions, il y a des statistiques là-dessus qui disent qu'elles sont détectées, les actions malveillantes peuvent être détectées jusqu'à 150 jours en moyenne plus tard. Donc si vous avez des logs que sur 90 jours, bah, vous vous rendez compte trop tard en fait de suppression de fichiers ou de choses comme ça.
Donc l'audit log, le 5 est intéressant parce qu'il amène l'audit log à une année. Donc on enregistre pendant une année l'évolution des opérations et ça permet de revenir en arrière en cas de problème. Là où l'offre est étendue avec l'offre Microsoft 365, c'est qu'on va rajouter en fait dans les licences Microsoft 365 des outils de protection au niveau de Windows et au niveau de EMS, Enterprise Mobility and Security, donc la partie plutôt mobile. Donc, vous avez des antivirus qui apparaissent sur les PC, évidemment. Vous avez dans chacune des catégories un niveau supérieur, donc Azure AD Premium P1. Vous avez du Intune, donc l'outil de gestion des postes mobiles. Et vous avez une offre Information Protection qui est renforcée avec ce qu'on appelle Azure Information Protection. Et enfin, le top du top, j'ai envie de dire, c'est si vous prenez des licences Microsoft 365 E5, ben là, vous avez toute la panoplie complète. Évidemment, ça coûte plus cher, mais évidemment, vous êtes beaucoup mieux protégé dans tous les domaines, que ce soit au niveau des identités, des menaces, au niveau de la gestion des appareils mobiles en particulier, protection d'information. Vous avez la totale, on va dire. L'un des immenses intérêts de cette offre, c'est que vous avez une intégration qui est native, plutôt que d'acheter des outils à droite à gauche chez différents clients, enfin chez différents fournisseurs, vous appuyez sur une offre qui est intégrée par Microsoft en tant que telle. Vous pouvez quand même avoir besoin de solutions tierces, en particulier sur un point précis, c'est la sauvegarde de la restauration. Il n'y a pas d'offre de sauvegarde de restauration fournie par Microsoft. Si vous estimez que c'est important, il faut s'appuyer sur des solutions tierces. Sur la partie PME, très rapidement, l'offre a changé un peu de logique dernièrement, enfin au mois d'avril-mai. J'ai écrit un article de blog là-dessus. Pour résumer, en fait, on va avoir des outils de sécurité qui vont apparaître et qui vont être intégrés dans les offres qui s'appellent Microsoft 365 Business Premium. En dessous de ce bundle, évidemment, les offres sécurité ne sont pas incluses. Une autre façon de le voir, peut-être pour être plus clair, c'est toujours cette fameuse attaque classique, chaîne d'attaque qu'on va rencontrer aujourd'hui dans la plupart des attaques qui se produisent sur les entreprises, hein, qui partent souvent d'un phishing email et qui vont arriver à droite sur une exfiltration de données. Sur chacun des domaines, on va avoir l'outil de contre-attaque, j'ai envie de dire, ou de défense. Microsoft, donc Defender for Office 365, va nous protéger du phishing et des attachements mail bizarres, en tout cas de l'ouverture qu'on ne devrait pas avoir de ce type de virus ou de domaine vérolé. Microsoft Defender for Endpoint et Intune vont nous protéger sur les périphériques, notamment mobiles, mais PC aussi. L'Azure AD Identity Protection va nous protéger sur l'attaque sur les comptes eux-mêmes, sur la copie des comptes. Microsoft Defender for Identity protège tout ce qui est ce qu'on appelle mouvement latéral, donc c'est-à-dire j'ai un utilisateur qui cherche à se faire passer pour un administrateur ou qui va à un moment ou à un autre prendre le rôle d'administrateur. Si ce n'est pas légitime, ça va être bloqué par ce type d'outil. Et au final, Cloud App Security va protéger, va détecter un certain nombre d'attaques, la plupart des attaques concernant l'exfiltration de données et les bloquer pour, si on le souhaite, pour un certain nombre d'entre elles. Voilà, alors aujourd'hui, donc autour de l'offre Microsoft 365, la console qui sert de base, c'est Microsoft 365 Defender. Donc vous avez des copies d'écran là que je vais enchaîner pour expliquer un peu la logique du produit. Alors Patrick, il est déjà 17h40. Ouais. Donc voilà. Il nous reste combien de temps? Donc c'est jusqu'à théoriquement, c'est fini. Ah d'accord. Bon, alors je te laisse quelques minutes. C'est pas grave, on va en rester sur l'introduction Defender. Donc Defender, c'est l'idée, c'est d'agglomérer les alertes qui viennent de différents sujets, de différents outils. Et donc très vite, on va passer sur les outils. Voilà, l'idée, c'est de passer en fait des alertes brutes vers ce que Microsoft appelle plutôt des incidents.
Et en fait, en agglomérant en fait différentes alertes de bas niveau, on va pouvoir, et en les concaténant, identifier des attaques et donc être beaucoup plus réactif parce qu'on va plutôt identifier que différentes alertes de bas niveau sont reliées entre elles via, par exemple, des mécanismes de graphes qui permettent d'afficher ça. Microsoft Endpoint Manager, c'est aussi la même logique, c'est une logique d'intégration de différents outils dans une seule console pour gagner du temps encore dans l'administration, etc. Et là, c'est les licences, donc je saute, vous trouverez les références dans les slides. Voilà, donc là, ce que j'aurais voulu vous proposer, mais on va s'arrêter là, c'est bâtir sa solution. Alors, c'est un peu frustrant, mais c'est justement prendre le bateau et puis voguer sur la mer pour bâtir sa solution. En fait, le schéma qu'on aurait pu suivre, ça se décline en 6 étapes, ça sera ma conclusion. La toute première chose à faire, ça va être de protéger les comptes d'administration. Si vous êtes dans un environnement où les comptes d'administration n'ont pas de MFA, par exemple, c'est absolument critique et vital de le mettre en place ce soir. Ensuite, ça va être d'éduquer vos utilisateurs. Les utilisateurs sont la première défense de votre société, de votre organisation, donc il faut leur expliquer les bonnes actions. Troisième étape, c'est protéger les identités des utilisateurs. Ils peuvent se tromper, ils peuvent cliquer sur des liens. S'ils font des mauvaises actions, on va éviter, mais s'ils en font, il faut qu'on ait une protection de deuxième niveau. Les données, c'est vital, donc on va mettre en place de la sécurisation et la première chose, ça va être d'identifier quelles sont les données à classifier des autres. Il y a toujours, dans quelle que soit l'organisation, des données plus ou moins vitales et plus ou moins sensibles. Et avant-dernière étape de ce voyage, c'est protéger vos appareils. Si vous exécutez n'importe quel code sur un PC qui est verrouillé, vous vous soumettez à des risques très importants. Et dernière chose, à ce moment-là, une fois que vous avez mis tout ça en place, vous pouvez commencer à détecter les menaces et à les analyser, je dirais, au fil de l'eau. Et déjà, vous aurez bloqué énormément de menaces potentielles, donc vous n'aurez plus que quelques menaces. L'idée, c'est d'avoir quelques menaces restantes et donc de mieux se protéger, de passer plus de temps sur ces menaces résiduelles. Voilà, merci beaucoup. Vous avez compris que c'est un vaste sujet et que en une heure, on ne fait qu'effleurer le sujet, mais il y a beaucoup de choses à mettre en place et pas forcément, mon message, c'est pas forcément très cher. Vous avez sûrement dans vos licences plein de choses à mettre en place. La première chose, et ça sera mon message final, c'est activer le MFA au minimum pour vos administrateurs, voire pour tous vos utilisateurs. Vous vous protégez, d'après les statistiques de Microsoft, de 99,99% des attaques. Ça fait quand même plaisir.